Bonjour à tous, merci de nous rejoindre au Congrès des maires de France où Public Sénat est installé pendant 3 jours pour vous faire vivre en direct ce congrès. Ce matin, nous recevons sur ce plateau Gérard Larcher, le président du Sénat. Bonjour, merci à vous d'être avec nous, face ou avec 3 maires pour débattre des difficultés auxquelles sont confrontés les élus locaux, mais aussi voir ensemble les pistes de réforme possibles pour ne pas rester dans des constats trop négatifs. Alors avec vous sur ce plateau, Gérard Larcher, nous avons Annie Genevard. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes la maire UMP de Morteau, c'est dans le Doubs. À mes côtés, Michel Bourguin, bonjour, maire d'Île-Saint-Denis, c'est en Île-de-France, maire écolo. Et vous faites partie en ce moment du collectif qu'on appelle les plumés de l'austérité. Vous nous expliquerez en quoi consiste ce collectif. Et puis Marc Maisonneuve, le maire de Bassignac, c'est une petite commune dans le département du Cantal. Alors avant de débattre ensemble, je vous propose de regarder en images les principales thématiques cette année du Congrès des maires. Quels sont les enjeux qui intéressent plus particulièrement les élus locaux, les maires. C'est Jérôme Bonnard qui nous résume tout ça en images. Les dernières annonces budgétaires n'ont pas de quoi rassurer les maires déjà inquiets de leur avenir, sur les baisses de dotation notamment. Aux 11 milliards d'économies prévues d'ici à 2017 se sont ajoutés 1,5 milliard cette année. 3,7 milliards supplémentaires sont prévus pour 2015. Pour certains, c'est trop. À Stein, la semaine dernière, un maire a fait grève 24 heures. Cette commune, l'une des plus pauvres de Seine-Saint-Denis, pourrait perdre près de 3 millions de dotations. L'AMF tire la sonnette d'alarme, elle dénonce aussi le poids des charges souvent imposées par les pouvoirs publics, plus 1,3 milliard l'an passé selon la Cour des comptes. Pas de baisse de charges à l'horizon, notamment avec la réforme des rythmes scolaires. Selon un récent rapport, cette réforme coûterait 2 millions par an d'euros aux grandes villes et se révèle souvent un casse-tête pour les autres. Les maires menacent, sans aide, les activités périscolaires deviendraient payantes. Le mois dernier, Manuel Valls a promis devant le Sénat la reconduction de ces aides. Reste peut-être l'essentiel, à savoir la place des communes une fois la réforme territoriale achevée. Pour les maires, cette réforme est trop floue. Les 2/3 estiment qu'elle n'est pas un progrès pour la décentralisation. En jeu, l'avenir de leurs compétences au sein d'une intercommunalité qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Sans doute la réforme la mieux accueillie sera peut-être celle de la simplification des normes et des pratiques administratives. Selon le gouvernement, elle devrait permettre 11 milliards d'économies d'ici 2 ans, dont un quart pour les communes. Voilà, finances publiques, réforme des rythmes scolaires, place également des communes dans la future organisation territoriale. Autant de thématiques évidemment qui intéressent tous les élus présents ici au Congrès des maires, Gérard Larcher. Salon que vous avez visité ce matin, on va découvrir en images votre visite. Vous avez rencontré donc beaucoup d'élus dès ce matin. On parle beaucoup de grogne. Quel est vous l'état d'esprit que vous avez rencontré? Plutôt une forme de désarroi, et ceci confirme les rencontres que j'ai eues avec les élus tout au long de l'été. Désarroi parce qu'ils ne connaissent pas bien l'avenir et la place de la commune, de l'intercommunalité avec d'autres collectivités comme le département et la grande région. Et puis désarroi et inquiétude parce que si nous savons bien que les collectivités territoriales doivent contribuer au retour à l'équilibre financier de notre pays, ils ont le sentiment d'être ceux qui payent sans qu'on ait simplifié quoi que ce soit dans les obligations. La commission consultative d'évaluation des normes, plus 1,2 milliard de dépenses à la charge des collectivités territoriales sur l'année 2013. Et on nous en annonce d'autres encore. Donc ce sentiment-là, aujourd'hui, la commission des finances du Sénat, aujourd'hui même, est en train d'examiner notamment un lissage de l'effort demandé pour que nous n'ayons pas la conclusion du rapport de quelqu'un que connaît bien notre collègue du Cantal, M. Mézard, ou Charles Guéné de la Haute-Marne, président des maires de la Haute-Marne, ou Philippe Dallier de Seine-Saint-Denis. C'est un désarroi qui dépasse les clivages politiques. Mais bien évidemment, qui dit la conséquence, c'est moins 30% d'investissement. Et il y a un certain nombre de collectivités pour lesquelles ça va être insupportable, y compris dans le fonctionnement quotidien, dans la proximité sociale, parce que ce qu'on peut retenir, quelle que soit la taille de la commune, c'est la cellule de base de la démocratie et de la proximité. Il ne faut pas s'y tromper. Dans un moment de doute vis-à-vis du politique, les seuls élus qui ont la confiance majoritaire des Français, ce sont les maires adjoints et les conseillers municipaux. Je crois qu'il faut réfléchir dans un pays tellement déchiré, qui a besoin plutôt de cohésion,
C'est d'ailleurs un des rôles du Sénat de contribuer à cette cohésion. Alors cette colère, elle s'est exprimée autour notamment du collectif Les Plumes et l'Austérité, qui a débuté avec le maire de Stein en Seine-Saint-Denis. Michel Bourguin, vous faites partie de ce collectif, vous vous battez contre l'austérité budgétaire. Oui, je dois la vérité de vous dire que c'est parti de ma commune, l'île Saint-Denis. Et avec mon collègue de Stein, nous avons commencé à fédérer plusieurs maires et collectivités en Seine-Saint-Denis qui sont particulièrement touchés, vous l'imaginez. Dans ma commune, 70% de logements sociaux, c'est-à-dire qu'il y a un grand besoin de services publics qui sont des besoins essentiels et non pas superflus, bien entendu. La perte pour notre budget de fonctionnement, ça afficherait à 750 000 euros d'ici 2017. C'est l'équivalent de 10% de notre budget de fonctionnement, l'équivalent d'une augmentation, si on devait compenser par la fiscalité, de 17%. Et c'est l'équivalent également de un mois complet de l'ensemble des services publics. Nous pourrions fermer boutique pendant un mois. C'est absolument impensable, insupportable pour nos habitants. Alors est-ce que Gérard Larcher, peut-être que le Sénat pourrait essayer d'obtenir du gouvernement peut-être un étalement de la baisse de ces dotations publiques ? C'est ce qu'il est en train de demander au gouvernement. Et j'ai demandé au Premier ministre, pas plus tard qu'hier, au téléphone, qu'on ne prenne pas cette proposition de la Commission des finances du Sénat comme une espèce d'opposition centre-droite contre la gauche. C'est un vrai sujet de vie quotidienne pour nos collègues. Moi, je veux vraiment dépasser les clivages. Si nous ne lissons pas cet effort, nous aurons des conséquences en termes d'investissement. Et ce matin, nous avons visité les entreprises, moins 30% d'investissement, ça a des conséquences sur l'emploi. Mais nous aurons dans un certain nombre de collectivités des conséquences sur le fonctionnement quotidien de ces collectivités. Le maire de l'île Saint-Denis nous parlait qu'en fait, il pouvait fonctionner 11 mois et non pas 12 mois. Je peux dire que des maires ruraux dans une région proche de la mienne, dans la région centre, ont des conséquences dans leur budget qui ne leur offrent pas d'autre alternative, soit de fermer les modestes services, soit d'augmenter la fiscalité. Et ça, je crois que si on veut redresser notre pays, on ne peut pas le faire en demandant simplement l'effort aux collectivités territoriales. Je crois que cet effort doit être conduit d'une manière qui ne détruise pas le tissu. Et c'est ça qui m'inquiète en ce moment, c'est vraiment la cohésion sociale de notre pays. Bon, avant d'entendre Annie Genevard, que vous a répondu Manuel Valls, puisque vous l'avez eu au téléphone hier? C'est sa réponse qui nous intéresse. Sa réponse, il nous la donnera notamment à l'occasion de l'attitude du gouvernement en commission mixte paritaire, quand nous examinerons la proposition de l'Assemblée nationale et la proposition du Sénat. Au Sénat, cette proposition a dépassé tous les clivages politiques, majorité-opposition. Tout simplement parce que c'est du bon sens, c'est l'évidence. Et je crois que retrouver un peu l'évidence et le bon sens ne serait pas inutile par ces temps qui courent. Annie Genevard, vous, donc ces difficultés budgétaires, concrètement, comment ça se traduit dans votre commune de Morteau, dans le Doubs? Eh bien, ça se traduit dès cette année par une baisse annoncée de l'investissement. Nous investissons habituellement aux alentours de 2 300 000 euros. Cette année, nous investirons 1 700 000 euros. Et ça, c'est quelque chose à quoi on ne se résout pas. Enfin, je veux dire, on est obligé de le faire, mais ça désespère les maires, car les maires sont des bâtisseurs. Et ils sont conscients également que ces décisions pèsent très lourdement sur le contexte économique, non seulement de leur ville, mais aussi de notre pays. Songez que l'investissement public local représente 70% de l'activité des entreprises de TP, 44% du chiffre d'affaires des entreprises de travaux publics. Et donc, il y a là quelque chose qui est économiquement tout à fait désastreux. Alors, certains nous disent « faites des économies ». C'est une chose que les maires entendent, c'est une petite musique de fond qui s'est installée depuis quelques mois, comme s'il fallait justifier la baisse des dotations par le fait que les maires seraient de mauvais gestionnaires. Ça, c'est vraiment quelque chose. Vous avez déconsidéré, vous, aujourd'hui, en tant que maire, je crois que là, il y a une dérive qui est insupportable parce que les maires sont des gens courageux, ils sont prêts à faire les efforts qu'on leur demande, mais si en plus on leur dit que c'est finalement à cause de leur mauvaise gestion, de leur incurie budgétaire qu'ils sont dans cette situation, alors là, ils éprouvent vraiment un sentiment d'injustice totale, car contrairement à ce que l'on dit, les maires sont des gestionnaires avisés et prudents.
Pourquoi? Bien parce qu'ils sont au contact le plus direct qui soit, dans la plus grande des proximités, avec les territoires et avec les populations. La Cour des comptes n'est pas toujours forcément d'accord avec vous dans un rapport qui a été pas mal repris, notamment dans la presse cet automne. Gérard Larcher, la Cour des comptes pointait quand même certains dysfonctionnements budgétaires. J'ai échangé avec le président Didier Migaud sur ce sujet. La Cour des comptes, elle est dans son rôle de stimuler l'amélioration de la gestion de l'État, de l'ensemble des collectivités territoriales, des hôpitaux. Mais je dois dire que faire croire que l'état financier de notre pays serait dû à la gestion désastreuse des collectivités territoriales est un mensonge. C'est un mensonge. Ça n'est pas ça la cause. Que nous participions à l'effort de redressement, réponse oui. Que nous fassions des efforts de mutualisation, réponse oui. Mais attention à cette espèce de bouc émissaire que seraient les collectivités territoriales. Et on le voit bien. La Cour des comptes, quand même, constate qu'il y a eu une augmentation importante, par exemple, de la masse salariale dans les collectivités territoriales, ce qui l'inquiète. Parce qu'on a eu aussi un gouvernement qui nous a demandé de faire des contrats d'avenir, pour qu'on soit aussi logique, qui débouchaient sur des emplois. C'est une des demandes qui ont été faites. Et je prends l'exemple des rythmes scolaires. On a augmenté la masse salariale. Je ne juge pas du résultat, il faudra les évaluer sur les rythmes scolaires. Ce que je constate, c'est que les rapports les plus optimistes pour le gouvernement, c'est un coût de 600 millions. Et les rapports les plus réalistes, c'est sans doute plus d'1 milliard. Et donc, ceci à un moment où on baisse les dotations des collectivités territoriales. Je le redis, il n'est pas question de dire on ne fait pas d'effort. Il est question que cet effort soit un effort cohérent qui ne casse pas la cohésion du pays. Michel oui, permettez-moi, Monsieur le Président, de vous dire que, à propos d'efforts, d'où à quoi vont servir d'où viennent les 50 milliards d'économies qui sont sollicités? C'est parce qu'il y aurait une dette trop importante. Il y a une dette de l'État très importante et il y a un déficit du budget de l'État. Est-ce que les collectivités territoriales, ils sont pour quelque chose dans la dette de l'État et dans le déficit actuel du budget de l'État? Je rappelle quand même que les dotations, ça a été dit par ma collègue, les dotations de l'État aux collectivités sont une compensation des transferts de charges qui ont été portés de l'État vers les collectivités. Donc nous ne sommes pas indifférents à porter des efforts, mais que ceux qui ont mis le pays en difficulté avec les 2000 milliards d'euros en déficit, c'est-à-dire des emprunts à des taux prohibitifs et diverses aides qui ont été données aux uns et aux autres, eh bien, commencent à contribuer. Dans ce cadre-là, les collectivités pourraient regarder leur contribution potentielle. La réponse de Gérard Larcher. D'abord, je ne suis pas le gouvernement et donc je partage une partie des appréciations. Je voudrais simplement dire que sur les 50 milliards, on va demander 12 milliards 400 millions en fait aux collectivités territoriales et 21 milliards à la sécurité sociale. On attend un effort de l'État. Ça veut dire aussi, quels que soient les clivages politiques et les sensibilités autour de cette table, qu'il n'y a pas qu'à réformer les collectivités territoriales. On nous présente ça comme l'alpha et l'oméga. Mais en fait, il y a bien d'autres réformes à conduire dans ce pays pour retrouver un certain nombre d'équilibres. N'attendons pas tout d'une réforme. D'ailleurs, le grand sujet du rééquilibrage financier, ce n'est pas le sujet de bouleverser les départements, les communautés, c'est quelles compétences? La clarification des compétences. En 2010, la loi avait prévu la clarification des compétences, notamment des départements et des régions. Qu'est-ce qu'on a fait en 2012? On a mis à bas cette clarification des compétences. On a voté, vous vous rendez compte, il y a un an, le retour à la compétence générale pour les départements et les régions. Et aujourd'hui, on nous dit que la vérité vraie, c'est la clarification des compétences. Nous la partagions depuis l'année 2009. Alors, et c'est, me semble-t-il, là, un vrai questionnement politique que je pose au gouvernement. Alors je pense que Marc Maisonneuve a envie effectivement de réagir sur les futures compétences des différentes collectivités territoriales dans l'organisation que met en place actuellement le gouvernement et notamment la place des communes, la place des intercommunalités dans le futur projet de loi qu'on appelle projet de loi NOTRe. Marc Maisonneuve, on vous écoute. Maire de Bassignac dans le Cantal. Oui, je voudrais d'abord dire, comme mes collègues, que quel que soit là, bien sûr le budget d'une commune, je suis avec deux élus qui sont des villes moyennes ou plus importantes.
Je suis maire d'une commune d'un peu plus de 200 habitants, donc c'est vrai qu'au niveau budgétaire, nous ne parlons pas dans les mêmes chiffres, les mêmes tendances, mais sur un budget de 450 000 euros, quand vous avez 70 000 euros, c'est le produit des 3 taxes. Vous ne pouvez pas, pour compenser bien sûr la baisse de DGF, augmenter la fiscalité. Vous voyez ce que ça peut représenter, 1 point ou 2 points d'indice. Donc après, nous essayons de mettre en place dans notre secteur, enfin c'est grâce aussi à l'intercommunalité, même si ça n'empêche pas bien sûr les petites communes de vivre, c'est de mutualiser un certain nombre de services. Il se trouve que nous avons des petites communes dans cette intercommunalité, que nous n'avons peu ou pas d'employés communaux. Nous essayons de mettre en place aussi, c'est une nécessité en milieu rural, des services, les mêmes qu'il y a en milieu urbain. C'est aussi le challenge pour l'accueil de nouvelles populations et puis pour notre problème démographique dans les zones rurales. Je voulais simplement poser une question, Monsieur le Président, c'est par rapport à la nouvelle loi la nouvelle organisation territoriale, comment il voit, vous voyez qu'on n'est pas sur les mêmes seuils, bien sûr, en milieu rural, en milieu urbain, comment il voit la future taille des intercommunalités, est-ce qu'il y aura des dérogations en zone défavorisée, en zone de montagne, quelle sera aussi la place des toutes petites communes, puisqu'on n'en parle pas dans cette nouvelle organisation territoriale avec les mêmes échelons. Gérard Larcher. Eh bien, monsieur le maire, la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République va examiner les compétences, va examiner les différentes strates de l'organisation territoriale et va aborder la question de l'intercommunalité, qui doit être une intercommunalité de collégialité. Il ne s'agit pas de recréer un nouvel échelon de collectivité territoriale, tout au moins à mes yeux. Une intercommunalité qui mutualise et qui permette de créer un certain nombre de services tout en respectant l'identité communale. La question du seuil, c'est bien l'approche, un peu technocratique qu'on a dans notre pays. Fixer un seuil unilatéral à 20 000, est-ce que vous croyez que ça a du sens dans un certain nombre de territoires, notamment, je pense, dans le secteur de montagne, où la logique de l'intercommunalité, c'est la vallée. Et si la vallée ne fait pas 20 000 habitants, qu'est-ce qu'on fait? On fait 2 vallées qui ne se sont pas retrouvées par la logique géographique. Mais sur si je prends un département comme la Creuse, est-ce qu'on a 4 intercommunalités simplement dans ce département? Donc je crois qu'il faut aller vers plus de mutualisation, mais qu'il faut laisser la réalité territoriale guider les seuils. À chaque fois que nous avons fixé les seuils, immédiatement on nous a posé la question des dérogations. Est-ce que c'est la bonne approche? Je vous réponds que non, ça n'est pas la bonne approche. Dans les Yvelines rurales comme à Rambouillet, bien sûr que la logique de 20 000, elle peut s'appliquer sans aucune difficulté. Si vous êtes dans le Perche, dans le département à côté, département d'Eure-et-Loir, le long du département de l'Orne, la logique de 20 000 habitants parfois est très difficile à mettre en œuvre parce que qu'est-ce qu'une interco? C'est une logique de territoire, une logique de bassin de vie, une logique de population, de capacité à partager les services. Ce n'est pas un chiffre pour un chiffre, c'est une vie territoriale qui a des réalités quotidiennes. Et ce n'est pas un chiffre technocratique de plus. Est-ce que la France a encore les moyens de conserver 36 700 communes en France? C'est 40% des communes au niveau de l'Union européenne. Ça, c'est notre histoire. Et notre histoire, je pense qu'il faut la respecter. En même temps, la réponse, elle a été l'intercommunalité qui s'est construite au long des 3 décennies. Moi, j'étais de ceux qui ont voté la loi Chevènement de 1999. J'étais alors dans l'opposition parce que je pense que c'est une bonne réponse. Collégialité, respect de l'identité, la vision de gommer une partie du territoire dans le pays dans lequel il est, le désarroi dans lequel il faut bien qu'on le mesure. Parfois en Île-de-France, on ne mesure pas suffisamment l'état de désarroi d'un territoire, notamment rural, qui a le sentiment que la France serait un vaste no man's land entre quelques métropoles et quelques régions puissantes. Eh bien, je crois que la commune a un rôle à jouer et que la mutualisation est une des réponses. Mais est-ce que c'est une vraie raison pour ne rien toucher, le désarroi actuel des populations? Mais écoutez, ne rien toucher, mutualiser, construire l'intercommunalité, est-ce que casser pour casser, c'est toucher à quelque chose? Non, c'est briser un des éléments de l'âme de notre pays. Michel Bourguin. Oui, et après on écoutera Nigel En Var. matière de
réforme territoriale, on parle beaucoup de rationalité, d'efficacité. Je voudrais évoquer le caractère démocratique de la question. La France, vous l'avez dit, Président, c'est une particularité issue de la Révolution française. Nous avons 36 000 communes, c'est-à-dire 500 000 élus locaux de proximité qui font vivre au quotidien la démocratie et qui permet, dans les alternances politiques, d'avoir des amortisseurs. Alors permettez-moi à ce stade également de dire que la façon dont l'État a agi pour les restrictions budgétaires est pour le moins peu fair-play. Il a annoncé les restrictions budgétaires après les élections municipales, après que les élus aient porté la parole des engagements pour le mandat à venir. Et donc il contribue à décrédibiliser la parole publique des élus qui sont les plus appréciés de nos concitoyens. Ça, c'est toujours le vaste problème des campagnes électorales, Gérard Larcher. Ce n'est pas le vaste problème des campagnes électorales. C'est que pour les maires, dans leur désarroi d'aujourd'hui, il y a une absence de visibilité pour les années qui viennent. Au fond, ils ne savent pas sur quel budget ils peuvent compter. Et ce qu'on leur offre comme alternative, c'est d'augmenter la fiscalité locale. D'ailleurs, très courageusement, on dit aux départements, vous pouvez bouger vos droits de mutation à titre onéreux. On dit aux communes, si vous avez des résidences secondaires en secteur en tension, vous pouvez augmenter la fiscalité. En fait, on n'ouvre pas d'alternative autre que d'augmenter la fiscalité locale et de faire porter la responsabilité à des élus. Je crois que sur ce sujet, et d'ailleurs, nous prendrons l'initiative au Sénat d'un vrai débat entre les 3 niveaux de collectivité territoriale. C'est d'ailleurs une initiative que nous prenons conjointement avec l'Association des maires de France, l'Association des départements de France et l'Association des régions de France. Il faut que nous demandions au gouvernement, et j'allais dire quel qu'il soit, d'avoir des relations avec les collectivités territoriales qui soient des relations sincères. Voilà pourquoi je reviens sur la position de notre commission des finances aujourd'hui au Sénat, qui dit lissons l'effort, rendons-le possible. Et en même temps, la contrepartie, c'est la simplification des normes. Est-ce qu'on peut continuer, alors qu'on annonce des moratoires d'année en année, à complexifier et la responsabilité et le coût pour les collectivités territoriales? La dernière circulaire, je voudrais la citer, c'est de la vie concrète. Contrôle de l'air dans les classes maternelles. Les maires ont reçu cela pendant l'été. Ça veut dire que se profilera derrière cela des coûts extrêmement élevés pour les collectivités territoriales, alors qu'on baisse les dotations. Je ne dis pas que l'air n'a pas d'importance, surtout devant un maire écologiste, et moi qui vis dans la forêt de Rambouillet, au bon air. Mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez bien que la complexification des normes, ça ne s'arrête jamais. Voilà pourquoi nous avons, Mais le gouvernement au sein de la délégation collectivité territoriale, s'est engagé, comme le précédent gouvernement. Le gouvernement Fillon s'était engagé, le gouvernement Ayrault s'était engagé, et le résultat, c'est qu'il y a toujours plus de normes. Allez, il nous reste quelques minutes. Les 2 dernières interpellations d'abord. Annie Genevard et Marc Maisonneuve après. Oui, moi je voudrais dire à la remarque que vous avez faite, alors à ce moment-là, il ne faut rien toucher. Moi je crois que l'échelon communal a une spécificité. Et je vais vous livrer celle qui, de mon point de vue, est la plus intéressante. J'exerce et j'ai exercé plusieurs mandats. Le mandat municipal est peut-être celui où se démontre le plus l'efficacité de l'action publique. Au fond, on a une difficulté majeure dans notre pays de ne pas être efficace dans le passage du discours au faire. On vient de parler de la complexité. Tout le monde s'accorde sur le constat d'une complexification croissante de notre pays. Et personne n'arrive à la juguler. Le maire, avec son conseil municipal, il décide, il se donne les moyens, il fait. Et ce n'est pas un hasard si le maire est de tous les élus de la République le mieux reconnu, parce que c'est celui qui est en capacité, par son histoire, par la légitimité que lui donne son mandat, par la proximité qu'il a avec son territoire, avec ses habitants, de faire ce qu'il a décidé avec son conseil. Et mettre en péril ce lieu où s'exerce le mieux l'efficacité de l'action publique fait courir, à mon sens, un danger majeur à notre société. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien toucher. Par rapport à l'interco, moi je vois très bien ce qui se dessine. Le couple qui monte en puissance, c'est l'interco et la région.
au détriment, je crois, de la commune. Et moi, je crois possible de préserver l'échelon communal et toute sa richesse et toute son efficacité, tout en ne sacrifiant pas à l'effort de réforme qui est en effet nécessaire. Marc Maisonneuve, vous partagez ce constat? Oui, je voulais poser une question à Monsieur le Président. C'est tout à l'heure, il a bien sûr parlé de l'effort budgétaire, l'effort de la nation. Donc les collectivités doivent s'y associer. Mais il y a un processus qui a été entamé qui s'appelle la péréquation. Là, je ne veux pas opposer, bien sûr, les collectivités pauvres et les collectivités riches. Et puis c'est le cas en milieu urbain, en milieu rural. Comment ils voient l'évolution de cette péréquation à la fois verticale et horizontale dans les futurs textes législatifs. On va finir sur cette péréquation, Gérard Larcher. Oui, le sujet de la péréquation, il a été établi. Moi, j'étais quelqu'un de favorable au principe de péréquation parce qu'on ne peut pas parler d'unité de la nation quand il y a de fortes disparités entre des collectivités territoriales. Et donc la péréquation est un outil nécessaire. Mais quand nous avons mis en place la péréquation, nous n'étions pas dans la situation aujourd'hui de réduction drastique et brutale des finances des collectivités territoriales. Et il y a des territoires pauvres qui vont passer 2 fois à la toise dans cette opération, à la fois de péréquation et de baisse des dotations des collectivités territoriales. C'est pourquoi nous avons lancé au Sénat une révision du principe de la péréquation pour analyser à la lumière de la nouvelle situation des collectivités territoriales, comment le système de péréquation répond ou non à la volonté initiale d'équité entre les collectivités territoriales. Il y a aussi des communes, je le dis à un maire d'une commune rurale, mon père a été très très longtemps maire d'une commune de 250 habitants dans l'Orne, donc j'ai bien en tête la vie des collectivités territoriales. Il y a des charges de centralité, il y a des charges spécifiques dans des communes qui ont des logements sociaux. On évoquait 70 ou 80% de logements sociaux. Mais ce qui compte, c'est l'équité sur le territoire. Et parfois, nous avons des territoires ruraux qui ont le sentiment d'être abandonnés. Et ça n'est pas tout à fait faux non plus, comme certains territoires périurbains. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Gérard Larcher. Merci à tous les trois d'être venus sur notre plateau pour venir parler des spécificités propres à chacune de vos communes. Merci à tous. On se retrouve bientôt sur l'antenne de Public Sénat pour vivre en direct ce congrès des maires.